Bonsoir à tous. Je suis ravi de vous voir aussi nombreux pour cette deuxième conférence vivante. Aujourd'hui, je vous propose qu'on parle de la dépression. Mais on va voir qu'à travers cette dépression, on va pouvoir parler de beaucoup de choses aussi. Alors, on peut déjà commencer par rapport à la dépression. Comment est-ce que ça se caractérise ? Parce qu'on peut mettre le mot dépression, mais il peut y avoir plusieurs raisons, plusieurs formes. Il y a une notion de... en fait, la vie n'est plus là. Voilà, on est vivant, mais il n'y a plus d'élan de vie en nous. On ne sait pas où il est passé, mais on se demande ce qu'on fait ici, et on peut même aller jusqu'à quelle raison de vivre. Donc il y a, d'une certaine manière, on touche une profondeur où on n'a plus de moteur pour avancer, on n'a plus l'énergie, et on se semble être à un point mort, et que de toute façon, l'issue qui va arriver serait une mort. Donc il y a une notion de... On arrive à un état très difficile à vivre, puisque est absent ce qui nous aide à vivre, à savoir cette impulsion de vie et des désirs de faire des choses. Alors après, on peut se demander comment est-ce qu'on en fait pour en arriver là. Parce que en fait, on peut parler de dépression, mais il y a toute une vie qui s'est passée avant, en fait. Donc, pour essayer de comprendre ce moment-là, eh bien, en fait, c'est nécessaire de voir notre vie dans sa globalité, en fait. Parce que, quand bien même, en ce moment, on pourrait se sentir au fond, d'une certaine manière, c'est pas la première fois qu'on ait pu se sentir à ce moment-là. Mais avant, on y avait réussi d'une manière ou d'une autre à remonter. Et en fait, voilà, on descend, on a monté, on a descend, et là, on arrive à un calme plat apparent, et on se dit quoi faire, en fait. Et c'est voir que ce calme plat, en fait, il est juste là pour nous dire que ces montées et ces descentes, elles méritent d'avoir une fin aussi. Qu'on n'est pas obligé tout le temps de passer par ça, et qu'il y a des choses à changer en nous, en fait. Puisque comment on est, ce qu'on fait avec notre vie, nous a amené dans cet état-là. Donc il y a une notion de, il y a sûrement des choses que j'ai pas vues, qui sont accumulées en cours de route, et dont je me rends compte uniquement à partir du moment où mon sac à dos il est tellement chargé que je peux plus avancer et je suis écroulé sur le sol. Donc il y a, ok, en fait, si j'arrivais à voir ces pierres qui s'amassent en moi et à pouvoir m'en occuper quand elles se présentent, eh bien, d'une certaine manière, je préviendrais l'état de dépression. Puisque l'état de dépression, c'est j'ai accumulé tellement de choses que tout d'un coup je remarque tout ce qu'il y a et j'ai plus la force de m'en occuper tellement c'est fort. Donc il y a une notion de je peux prévenir cet état-là en réussissant à m'occuper des pierres, on va dire, dans mon sac à dos au fur et à mesure qu'elles arrivent. Puisque, en effet, on vit, mais notre vie, elle est jamais exempte de difficultés. Donc, cette gestion des problèmes, des souffrances, des douleurs, c'est quelque chose dont on a besoin au quotidien, en fait. Quand bien même on peut avoir des expériences très douloureuses, comme des deuils ou des épreuves, c'est normal d'être au plus bas, mais ces expériences-là, elles vont être d'autant plus difficiles à vivre si on a déjà le sac à dos bien chargé. Donc il y a aussi une notion de, en fait, m'occuper de moi, de mes souffrances, de mes problèmes au jour le jour, c'est aussi prendre soin de moi et faire en sorte que je puisse être dans un état de accueillir la vie avec sa beauté, sa joie et ses souffrances et ses douleurs.
Donc en fait, on en arrive assez rapidement à ok, je vis des choses dans ma vie, voilà, on a des destinées tous différentes, mais en fait, la dépression, elle a surtout à voir avec comment est-ce que je gère ça, comment est-ce que je gère ce qui m'arrive. Et on peut avoir différentes manières de le gérer. Et souvent, ça va avoir avec des mécanismes de survie, en fait. Par exemple, une manière de gérer toutes ces pierres qui s'amassent, ça peut être de jamais les regarder. Faire, ça ne me concerne pas. D'ailleurs, le sac à dos, il est dans mon dos, je n'ai pas besoin de le regarder. Je peux toujours aller devant et il ne se passera rien parce que de toute façon, je ne m'y intéresse pas. Donc on peut avoir par exemple le déni où je m'en occupe pas. On peut avoir d'autres stratégies et c'est voir, c'est des stratégies pour gérer ça, mais ces stratégies, en général, on a commencé à les développer très tôt. Donc en général, ça remonte à notre enfance. Et à un moment où on n'a pas forcément d'outils et on n'a pas forcément l'accompagnement adéquat pour bien gérer ces choses-là. Par exemple, si le modèle familial, c'est les problèmes, c'est pas des problèmes, c'est pas intéressant. Les émotions, c'est non nécessaire à la vie, t'as pas besoin de pleurer, tout ça. Ça va pas nous aider à développer une gestion saine de nos émotions ou de nos problématiques. Puisque, en fait, les modèles qu'on a, c'est des adultes qui eux aussi ont vécu des épreuves, eux aussi ont eu une enfance et ont développé des modèles, on va dire, sur le tas en tant qu'enfant, donc avec des compétences limitées et dans une certaine urgence il faut que je trouve un moyen, peu importe s'il me coûte des parties de moi-même. Donc aucun modèle de gestion n'est parfait ou n'est mieux qu'un autre. Chacun a développé son modèle, chacun s'est adapté en fonction de ce qu'il a vécu, des ressources qu'il avait. Et en général, on va continuer à appliquer ce même modèle tout au long de notre vie. Et c'est là que devient intéressant de prendre du temps pour regarder comment on s'occupe de sa vie, comment on gère sa vie. Et ça, on peut le faire quand on va bien, mais d'une certaine manière, quand on est tout en bas, en dépression, on ne peut pas faire autre chose. Donc il y a une notion, de toute façon, il n'y a que ça que je puisse faire, c'est comment est-ce que je m'occupe de ma vie, en fait. Et quand bien même on est en bas, en souffrance, à terre, il y a aussi un cadeau dans ça, qui est, je vais pouvoir toucher à comment est-ce que je m'occupe de ma vie, comment est-ce que je suis occupé à survivre, et qu'est-ce qui m'est arrivé, et comment je me suis adapté pour rester debout. Et en fait, souvent, on est debout, mais c'est quelque chose qu'on a construit, en fait. C'est pas on est vraiment là, présent, mais on a nos conceptions, nos idées. Moi, je me suis fait tout seul, moi, j'ai besoin de personne, ou moi, faut forcément que j'ai quelqu'un. Et tout ça, en fait, c'est un peu comme des briques qu'on aurait posées pour s'adapter à la vie, et ce qui a fait qu'on ne s'est pas écroulé, mais d'une certaine manière, on ne connaît jamais la stabilité, parce qu'on est toujours avec nos briques, nos adaptations, nos stratégies de survie. Donc il y a un côté, ok, ça m'a permis de ne pas m'effondrer, mais je suis plus loin de la vie, et je suis moins stable aussi. Et ces briques, on peut s'en occuper quand, on va dire, on le désire, mais souvent, la vie ne permet pas de rester avec ces briques-là et va nous donner des épreuves où tout notre système de survie va être mis à l'épreuve, challengé, et souvent, on peut s'écrouler. Donc, puisque c'est quelque chose qu'on a rajouté en plus de la vie, forcément, quand on va se prendre la vie en brut, cette stabilité, elle va se montrer et on va tomber.
Donc il y a une notion, si je tombe, c'est que aussi je regarde pas forcément la vie comme elle est. J'avais mes conceptions, mes idées, et la vie, elle arrivait tel un raz-de-marée, et toutes mes conceptions, mes stratégies, dans ce cas-là, elles n'ont pas marché. Donc il y a une notion aussi, l'écroulement, il arrive quand notre stratégie, elle fonctionne plus, en fait. Par exemple, on peut avoir, moi, je réussis tout dans la vie, je me dépense à fond, et puis on peut rencontrer un échec, et alors là, tout ce sur quoi on avait construit notre vie, il s'écroule. On n'est pas à l'abri que ça s'écroule, et souvent, il faut que ça s'écroule pour qu'on en prenne conscience. Puisque là, si je posais une question, c'est quoi votre stratégie de survie ? On pourrait avoir des idées, mais on pourrait se dire, je vis. J'ai pas l'impression d'avoir de stratégie. Je fais ce qu'il faut avec ce qui m'est arrivé. Donc, quand je parlais de cadeau, c'est quand ça s'effondre, il y a une notion de... Ça veut dire que j'avais construit quelque chose. Sinon, ça ne se serait pas effondré. Ce quelque chose, il est très sensible parce que c'est lié à la survie. Je parlais on l'a construit sur le tas, dans nos souffrances, dans le peu de compétences qu'on avait. Et donc il y a une notion de... quand on l'a développé, on était impuissant. On était dans la souffrance, dans la douleur. Et fallait faire avec. Et d'une certaine manière, fallait bien que ce ressenti d'impuissance, il cesse d'une manière ou d'une autre. Donc on a mis des petites briques, parce que en fait en dessous c'était très désagréable, c'était horrible, et il fallait bien faire quelque chose, parce qu'on ne pouvait pas continuer à vivre dans cette souffrance, cette impuissance, et avec les faibles ressources qu'on avait. Donc on voit que c'est un écroulement, c'est un cadeau, mais ce qu'on découvre, c'est l'horreur aussi. Donc c'est pas quelque chose de facile à vivre, à encaisser, mais ça arrive, et si ça s'écroule à ce moment-là, c'est que d'une certaine manière, on a sûrement aussi les ressources pour pouvoir revenir à cet enfer qu'on a oublié. Parce que faut pas oublier qu'en effet on l'a produit, mais quand on était enfant. Donc forcément, à un moment où les ressources, comparées à aujourd'hui, sont plus du tout les mêmes. Et rien que en vulnérabilité, en dépendance, en étant adulte, on a plus de droits, on a plus de pouvoir sur notre vie. Parce que, en tant qu'enfant, ok, on est dans une famille, on veut dire c'est chouette, mais on n'a pas forcément de pouvoir. Et quand bien même on en aurait, on aura toujours moins que nos parents, puisque eux, ils sont adultes. Eux, s'ils ont envie d'aller à un endroit, ils prennent leur voiture. Nous, forcément, il faut qu'on demande. Donc, il y a toute une notion de... on arrive sur ce monde en étant faible, en étant vulnérable, en étant ignorant, en étant dans le besoin continu, en étant en dépendance. Et souvent, ça génère des souffrances, même inévitablement. J'ai envie de dire, on apprend à oublier qu'on a été vulnérable, et que d'une certaine manière, on le sera toujours. Puisque très tôt, cette vulnérabilité, très forte probabilité d'être associée à la détresse, à la terreur, au sentiment d'abandon, de rejet. On va vouloir l'éviter, et d'une certaine manière, quand on devient adulte, on peut avoir tendance à mettre toute notre enfance dans un sac, le fermer, et faire ça m'appartient plus, ça me concerne plus, c'est le passé. Et c'est voir que ça marche pas comme ça, et si on arrive à le faire, d'une certaine manière, on peut arriver à une forme de dépression aussi, qui est si j'arrive à suffisamment bien ficeler toute ma vulnérabilité, toutes mes émotions, tout ce qu'il y a de vivant en moi,
et que je jette loin, bah ok, je ressens plus de souffrance, mais j'ai plus non plus de vie. Donc c'est voir que cette part tendre en nous, c'est aussi une part terriblement vivante. Et on ne peut pas s'en débarrasser sans en payer les conséquences, sans en souffrir. Donc il y a une notion de, voilà, on parlait des pierres, de notre vécu, et on ne peut pas s'en débarrasser comme ça, en disant je veux plus, c'est du passé, pas besoin de s'y intéresser. Parce que ça reste une part de nous, ça reste qui on a été, et se séparer de cette partie de nous, c'est aussi se séparer d'une partie vivante en nous. Parce que quand bien même elle était en souffrance, ça reste une sensibilité, et à se couper de cette part-là, on se coupe d'une possible sensibilité. Est-ce que c'est clair pour vous les notions de les pierres dans le sac à dos, ce réflexe, j'ai envie de dire, qu'on peut avoir de s'en débarrasser? Est-ce que ce sont des choses qui vous parlent? Ok. Donc on va pouvoir voir, super, ça nous parle. Comment est-ce qu'on fait pour les récupérer, et est-ce qu'on a envie de les récupérer aussi? Donc il y a une notion de, on peut ne pas avoir envie de les récupérer du tout, parce que le souvenir qu'on a, c'est ah oui, c'est moi au fond du fond, par terre, qu'un peu plus, et donc forcément la première réaction, ça peut être la répulsion, qui est oh là là, j'ai pas envie de me retrouver dans ce même état, et il y a un côté ça peut faire peur, et voilà, je peux avoir envie de le fuir. Et c'est voir, ok, c'est normal, ça se montre, on peut voir, comme si on voyait quelque chose de terrible, de monstrueux, et qu'on ait peur, mais c'est important de ne pas s'arrêter à ça. C'est voir, ok, voilà, on peut voir un petit enfant vraiment en mauvais état, et on a peur, mais c'est voir, ok, il est pas bien, il a des blessures, mais il n'est pas que ça. On peut parler d'enfants blessés. Ok, il y a les blessures, ça fait peur, mais ça reste un enfant. Donc il y a une notion de, on peut essayer de voir par-dessus ces souffrances, et voir qu'il n'y a pas que ça. Et j'ai même envie de dire que l'état dans lequel il est innocent. Il n'a pas fait exprès, ou on lui a fait du mal, donc il y a une notion de je suis dans un état terrible, ou il est dans un état terrible, c'est pas beau à voir, mais a priori il s'est pas infligé ça lui-même volontairement. Donc on peut d'une certaine manière pas lui en vouloir qu'il soit dans cet état-là, puisqu'on a dit, extrême vulnérabilité, extrême dépendance, et il y est pour rien, d'une certaine manière. Et déjà, prendre conscience de ça, c'est faire un premier pas envers nous, et c'est voir, oui, je suis innocent. Quand bien même il me semble moche, ou décharné, ou pas beau, ou à fuir, oui, mais il est innocent. Donc déjà, je fais preuve de compassion, en fait, avec cette étape-là, et ça peut me rapprocher de moi-même un peu plus. Après avoir pris conscience de cette innocence, on va pouvoir essayer de souvenir, en fait, qu'est-ce qui a fait qu'il a pu être dans cet état-là, puisque quand on était dans la fuite, on voyait juste son état,
et c'était déjà trop. Donc il y avait vraiment rien que ça, c'est suffisant, j'en veux pas. Donc il y a aussi une notion de on peut avoir oublié aussi vraiment ce qui est arrivé, et il y a à s'y intéresser, comme un enfant qui viendrait nous voir et qui serait dans un état pas possible. Voilà, on a vu, il y a la compassion, mais il y a aussi qu'est-ce qui t'est arrivé? Je comprends pas, explique-moi. Et là on arrive à faire preuve d'intérêt pour qui on a été, et faire preuve d'intérêt pour la vulnérabilité qu'on avait à cette époque. Et on peut se rendre compte que oui, en effet, il y avait plein de choses qu'on avait oubliées, qu'on avait tassées, parce que c'était trop douloureux. Et puis de toute façon, on n'avait pas d'autres moyens, pas d'autres ressources à notre disposition que de tasser, que de mettre des briques, que de construire des trucs. Donc, en fait, on éloigne un peu les constructions pour revenir à l'essentiel, en fait, et au vivant. Que, je le redis, derrière cette souffrance, il y a une grande sensibilité. Et on ne peut pas avoir de la joie sans avoir aussi la souffrance. Donc il y a une notion, ça va ensemble. Oui ? Qu'est-ce qui est dommage ? En effet, oui. C'est pas forcément facile de se dire ok, apparemment faut que j'accepte la souffrance pour pouvoir accepter la joie, le plaisir. Et on peut se dire c'est mal fait, c'est nul, moi je voudrais que les trucs qui font du bien. C'est humain, c'est humain de vouloir le plaisir et de vouloir éviter la souffrance. Donc c'est voir, oui, c'est des choses humaines, mais ce qui me vient, c'est on peut voir par exemple la peau. On peut pas ressentir le chaud sans ressentir le froid. On peut pas ressentir le plaisir d'une caresse sans pouvoir aussi ressentir la douleur d'une griffure, d'une pique. Donc il y a voir, oui, quand bien même on est, on va dire, le vivant est quand même programmé pour rechercher le plaisir, éviter la souffrance, ça fait partie de la vie, et ça a à voir avec une capacité de réception. On est dans une capacité de réception, et dans cette capacité, on peut avoir du bon et du douloureux, et c'est inévitable. Voilà. Après, bien sûr, on peut apprendre à se protéger, et on va pas faire puisque j'ai une main qui est capable de ressentir la souffrance et le plaisir, on la met n'importe où, et puis des fois j'ai mal, et puis des fois j'ai voilà. Donc ça veut pas dire ça. Il y a aussi une notion de oui, ok, j'ai conscience de ça, et du coup je vais faire attention. Voilà, je vais faire attention de ne pas lui faire trop mal, d'éviter. Tout en non plus, je vais pas non plus la mettre dans un gant de fer pour que jamais elle ait mal, parce que dans ce cas, je pourrais pas non plus ressentir tout ce plaisir du toucher. Donc il y a aussi une conception de la protection, elle a ses limites aussi, et à trop protéger, on peut aussi se couper de la vie. Donc il y a une notion de ok, j'apprends à me protéger, mais est-ce que je suis pas aussi en train de me couper de cette capacité de réceptivité, et en fait de m'enfermer dans une armure, et j'ai pas mal, super, mais j'ai pas non plus de plaisir. Donc il y a une notion de est-ce que la vie c'est toujours être dans une armure, ou anesthésié, ou je sens rien. Donc c'est voir que c'est une vie où il n'y a pas cette joie de vivre. On peut se sentir super puissant dans notre armure de fer, mais il manque quelque chose. C'est vide à l'intérieur, c'est froid, c'est du fer, c'est froid, et on peut avoir des objectifs de ce que devrait être la vie, mais c'est pas des choses qui nous rendent vraiment satisfaits. On peut aussi avoir une notion de quand on a perdu ce qui nous est cher, ce côté vivant, va souvent remplacer notre mental, en fait.
Et c'est plus ah oui, ah là il y a quelque chose auquel j'aspire, qui me fait vraiment du bien, mais c'est il faut faire ça, c'est comme ça qu'on sera heureux, et puis de toute façon on dégomme tout et tu verras, on sera les meilleurs et ce sera ça le bonheur. Donc c'est voir, il y a aussi une notion de est-ce que je suis au bon centre ou est-ce que je suis juste à écouter des devoirs. Donc on a vu qu'il y avait comprendre l'innocence, faire preuve de compassion. Après il y avait cet intérêt, vouloir comprendre. Et après on peut se demander qu'est-ce qu'on fait. J'ai envie de dire après, il s'agit moins de faire que d'être, qui est donner une présence en fait pour qui on a été et lui donner ce qu'elle a jamais pu recevoir en fait. Parler de présence et c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier. On est dans le faire, oui tiens là il y a ça, tiens étape 2, nanana, puis en fait là on se rend compte il s'agit juste d'être là et d'être avec ce qui est et ce qui a été. Voilà. Et on remarquera que c'est pas forcément facile parce que ça implique d'être aussi là avec cette extrême vulnérabilité, avec ses souffrances et pas vouloir faire quelque chose et juste dire oui c'est là, ça c'est arrivé, c'est vrai et le mieux que je puisse faire déjà c'est d'arrêter de vouloir que ce soit autrement. Dans le sens, il y a une blessure qui est arrivée, ok, on peut s'en occuper, mais après appuyer dessus pour faire non, elle n'a jamais été là, ça fait pas avancer les choses. Donc il y a une notion de juste être là et accueillir. Et dans cet accueil, c'est aussi reconnaître, en fait. C'est reconnaître ce qui est arrivé, mais aussi reconnaître ce qui s'est passé à l'intérieur de nous, ou ce qui se passe à l'intérieur de nous. Puisqu'on a vu, il peut nous arriver des choses, mais on ne sera pas forcément tous touchés de la même manière. Donc c'est voir, oui, il m'est arrivé ça, mais dans ça, qu'est-ce qui a été le plus dur pour moi ? Et en fonction des personnes, ça peut vraiment être des choses différentes. Donc il y a une notion de oui, je suis dans cet état-là, et c'est quoi vraiment qui a fait que j'étais dans cet état-là ? Et il peut y avoir des choses mélangées. Il peut y avoir de la trahison avec des souffrances. Et c'est prendre le temps. Et en prenant ce temps-là, on va pouvoir nommer, en fait, identifier ce qui est sensible. Puisque souvent, c'est rarement une seule chose qui a été éprouvante. C'est un mélange de choses. Et j'ai envie de dire, c'est souvent dans ces cas-là où c'était horrible que c'était plein de choses qui se mélangeaient. Et justement, c'était plein de mélanges qui faisaient que c'était trop et qu'on ne pouvait pas tout gérer en même temps. Et c'était l'urgence et allez, on construit un petit bunker, un petit truc dessus et on gère. Donc il y a, ça peut être complexe aussi ce qu'on a ressenti. Par exemple, je sais pas, ça peut être quelqu'un que j'aimais ou que j'ai été attaché, il m'a fait du mal, donc je souffre, je lui en veux, mais en même temps, il est censé me faire du bien, je l'aime, et on peut être très confus, puisque on parlait de mélange, mais il peut se mélanger des élans de vie avec des souffrances, des moments terribles. Et souvent, c'est auprès des personnes avec qui on a un lien le plus fort. Donc quand on est enfant, en général, c'est notre famille, que ce qui va nous arriver va nous toucher le plus. C'est les personnes auxquelles j'étais le plus dépendante, ou que j'aimais le plus, qui avaient aussi le pouvoir de me faire le plus mal, en fait. Et dans ce mal, il peut venir de différentes manières. On peut avoir, j'avais des demandes, des besoins, et c'était jamais répondu. Et on peut dire, il s'est rien passé, il t'a pas fait de mal, il t'a pas battu, il a rien fait. Mais justement, c'est dans ce rien
qu'il y a eu une forme de violence, de maltraitance. Puisque la personne à qui demander, on avait besoin d'elle. On a bien vu, on était enfant. Par exemple, si on a besoin de nourriture, c'est pas en tant qu'enfant qu'on est à même d'en trouver pour nous. Donc il y a une notion de on peut avoir souffert par des manques, des riens, des manques, des absences. Et c'est des souffrances qui sont pas forcément faciles à voir, puisque se caractérise, il n'y a rien eu. Souvent, ça peut être aussi, on m'a tout donné, j'avais un toit, j'avais à manger, j'ai rien manqué, quoi. Mais il y a une notion de, les émotions, c'était pas censé exister. Et donc, c'est voir, on peut recevoir, par exemple, sur un plan matériel, et être complètement négligé, détruit sur un plan émotionnel. Donc il y a une notion de mes besoins, ils étaient multiples, et c'est pas parce qu'on a répondu à une sorte de mes besoins que j'ai pas souffert de l'autre. Et c'est particulièrement difficile parce que je peux aussi jamais l'avoir vécu, en fait. Comment je suis censé savoir que je peux manquer de compassion si dans ma vie j'ai jamais reçu de compassion? Je peux pas savoir ce que c'est, et je peux pas avoir les mots, je peux pas l'exprimer, et après dans ma vie plus tard, je serai incapable de formuler, d'avoir conscience de ce besoin, puisque j'ai aucune expérience, aucun passé à quoi le rattacher. Et donc c'est voir, c'est possible que je crois savoir les besoins d'un humain ou mes besoins, et en fait avoir tout plein d'angles morts où c'est des potentiels, des choses qui m'auraient plu, mais que j'ai jamais vécues, et du coup que je demande jamais parce que je ne suis même pas nommé cette porte, puisque personne n'est jamais rentré. Donc il y a aussi une notion de je me connais pas forcément, et j'ai sûrement vécu des manques dont j'ai pas eu conscience, et je peux avoir besoin de faire des premiers pas dans ces expériences-là. Et en fait, pour savoir que ces portes, elles existent, souvent, il faut rencontrer quelqu'un qui connaisse leur existence et qui soit à même de nous le donner, en fait. Et c'est quand on nous le donne qu'on va pouvoir découvrir. Parce que sinon, après, ça reste abstrait. Si on peut parler de compassion, c'est pas quelque chose qui se comprend intellectuellement. C'est quelque chose qui se ressent. Et pour ça, ça implique de rencontrer quelqu'un à même de nous la donner. Et j'ai envie de dire, le meilleur moyen de savoir qu'on reçoit quelque chose, c'est d'en être touché, en fait. C'est quand je suis touché par ça que je fais que je suis au bon endroit. Même si je pleure, même si je suis pas bien, il y a au moins une notion de c'est vivant. On en revenait à une absence de vie, et là c'est voir oui c'est vivant. Et souvent quand il y a du vivant qui s'engouffre dans un endroit qui a été déserté toute notre vie, ça peut être très émouvant, et en même temps qu'on ressent ce plaisir, cette joie, on peut ressentir tout ce manque, toutes ces années où on a été seul, où on l'a jamais vécu. Je peux croire ne pas manquer de choses, mais en fait c'est possible aussi que ça soit invisible, que j'en ai pas conscience.